Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émerdre, votre podcast vivant parlant des spectacles du même genre. Pour cette émission, je suis allé à la rencontre de deux artistes qui, pour l'un, se lancent dans la création d'un lieu culturel dans le milieu rural et pour l'autre, y est installé depuis quelques années. C'est l'interview croisée de Gwenaël Debaut, comédien, metteur en scène, auteur et directeur de la station théâtre à la Mézière depuis plus d'une dizaine d'années, et de Sylvain Fougère, comédien, metteur en scène et professeur de théâtre, tout juste installé à Montreuil-sous-Pérouse dans le 37B Théâtre qu'il vient de créer. Bonne écoute et bon visionnage. Sylvain Fougère, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi au lieu dit Mondable à Montreuil-sous-Pérouse. C'est ça. Pour parler ensemble de ce lieu, le 37B Théâtre. Yes. Alors, tu t'es installé ici en août 2021 et après des travaux d'aménagement dans la grange dans laquelle on est, tu ouvres le théâtre au public. Ouais. Comment on se sent à la veille d'une première rentrée comme celle-ci en septembre 2022 ? Dans quel état tu es ? C'était une première année qui a été vouée aux travaux. Vraiment au départ, là je suis arrivé ici, il y avait de la terre au sol, il n'y avait rien, quoi. Donc on est parti sur 9 mois de travaux où on a vraiment tout fait de A à Z. Entre guillemets, il n'y a pas eu de professionnels, que ce soit du bâtiment ou du spectacle, si ce n'est que moi, qui ont installé ça. Donc la veille de cette rentrée, effectivement, là maintenant, le concret arrive, on est dans le dur et je commence gentiment à proposer des choses, même si plusieurs articles m'ont déjà permis de faire un petit peu vivre le théâtre avant l'été, là. Mais ouais, excité parce que plein de projets et plein de choses à faire ici, quoi. Et justement, pourquoi avoir choisi ce lieu-là, Mondable, à Montreuil-sous-Pérouse pour installer le théâtre ? Bon, j'étais à Paris 13 ans. J'ai une envie, j'ai une façon de travailler que je me suis découvert artistiquement, moi, à Paris. Et je me suis rendu compte que je ne suis pas un type qui va courir les castings et qui va jouer dans des pièces ou en tant que juste acteur, mais je me considère plus comme un créateur. Et j'ai toujours été plutôt à l'initiative de mes projets. Et j'ai manqué d'espace à Paris et Montreuil. Pourquoi Montreuil ? Parce que Montreuil ou autre chose, entre guillemets, mais c'est le lieu qui m'a plu parce qu'il y avait la maison avec un grand espace et puis à côté cette dépendance qui permettait de vraiment couper avec la maison et il y avait un potentiel, même si la grange est petite. Là, on a une 50aine de mètres carrés au sol, plus l'appartement au-dessus, donc ouais, on a une 100aine de mètres carrés, mais ça reste petit pour un théâtre, quoi. Mais après, l'objectif n'était pas de créer un théâtre avec juste une programmation où juste il y a des spectacles qui se jouent, mais plutôt à la base, moi, c'était l'envie de créer un lieu pour moi pour pouvoir répéter mes spectacles, faire venir mon équipe de Paris pour une mise au vert ici et pouvoir travailler dans des conditions où voilà, on n'a pas de contraintes de temps, de quoi que ce soit. Et donc ça c'était là dans un premier temps et puis je suis prof de théâtre aussi à Paris depuis 2015 et du coup l'envie aussi de continuer à donner des cours ici, voilà, donc il y a ici beaucoup de possibilités. On va faire notamment des cours, effectivement il y a aussi des résidences théâtrales qui sont prévues avec des compagnies qui viennent s'installer et puis voilà des locations comme ça, quoi. Gwenaël Debaut, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la station théâtre. Tu as acheté le lieu il y a 22 ans et on peut y voir des spectacles depuis 11 ans. D'où t'est venue l'idée de ce lieu-là, la station théâtre ? Ce lieu-là, en fait, je l'ai pris parce que il n'était pas cher du tout. C'était une ancienne station-service, un peu désaffectée, un peu délabrée, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de la pression foncière qu'il peut y avoir de nos jours. Voilà, au niveau des finances, de l'emprunt que je pouvais faire, et bien évidemment des caractéristiques aussi de volume du lieu, qui fait en tout 500 mètres carrés. C'est les raisons pour lesquelles j'ai pris ce lieu-là à l'époque, ce sont ces raisons-là. L'idée m'est venue de faire de cette ancienne station-service un théâtre avec une programmation régulière, parce que on est ici dans un environnement qui est plutôt dévolu au commerce, à la croissance économique, à l'économie aussi de la voiture. Il y a beaucoup de vendeurs de bagnoles, des vendeurs de meubles, etc. On est sur cette espèce de route du meuble avec un endroit où se trouvent tous les commerces de loisirs, comme il y a un McDonald's, un méga cinéma multiplex géant, et un golf, etc.
Et il y avait aussi cette idée justement d'avoir un lieu qui résiste un peu à cette injonction de faire quelque chose qui soit du loisir de détente, facile, et qui résiste à cette pratique finalement qui sert plutôt à nous faire oublier le présent qu'à nous le faire chevaucher, quoi. Dans ton travail artistique en tant que metteur en scène, Ouais. le fait d'être dans la nature comme ça, est-ce que ça se ressent sur tes mises en scène? Est-ce que ça a changé? Ouais, je pense que ça m'amène du calme aussi, Ok. de pas mal de sérénité. Je suis un gars un peu hyperactif. Et ouais, du coup, ça m'amène aussi à pas avoir de contraintes de temps. C'est vrai que à Paris, facilement, on va devoir, on va avoir un lieu pour un temps défini, une après-midi, 2 heures, 3 heures, avec des prix parfois qui sont en coût de production pas si simples. Surtout que je fais souvent des créations qui sont pas des choses entre guillemets classiques, dans le sens où j'essaie vraiment d'amener vraiment mon univers, que ce soit dans des classiques ou même dans des créations plateaux de textes purs, quoi. Mais... Donc oui, effectivement, ici, ça m'amène à avoir zéro contrainte et chez moi, je fais ce que je veux. Est-ce que cette petite jauge-là de 50 personnes a un impact artistiquement, autre que techniquement avec les lumières? Alors déjà, ça réduit aussi effectivement les décors, par exemple. On se limite à des accessoires ou du mobilier. Très souvent, les équipes qui viennent jouer là, dont les spectacles avaient plus d'envergure technique, quand ils arrivent ici, souvent ce que les comédiens apprécient, c'est cette proximité avec le public, un peu immédiate. Parfois, il leur arrive d'éprouver aussi un recentrement sur le texte et le corps. Voilà, il y a une économie de puissance dans le geste, dans la voix, qui permet aussi peut-être plus de nuances. Et puis un rapport aussi avec le public plus direct, quoi. Pour des spectacles qui ont des adresses au public, il y a cette intimité qui se crée que le public apprécie aussi beaucoup. Le public nous le dit en règle générale. Du coup, si je comprends bien, tu envisages ce théâtre-là comme un lieu de travail, de répétition et de résidence, Ouais. plus que comme un lieu de représentation. Comme vous avez pu voir, là, ça fait 20 places. C'est pas un lieu qui économiquement est possible en termes de spectacle, quoi. Alors, 20, bon, il est possible, je pense que je le ferai, des spectacles pour enfants, des choses comme ça. Je pense que ça s'y prête parce qu'il y a une vraie proximité qui est plutôt chouette. Mais sur la durée, je pense que c'est pas un lieu pour ça. Mais plutôt, je trouve que c'est un lieu parfait pour une résidence théâtrale, quoi. Parce qu'on est entre nous. C'est souvent comme ça qu'on travaille le mieux, là où on vit ensemble pendant, par exemple, une semaine, 15 jours, parfois même un mois, où on dort projet, on vit projet, on ne pense qu'à ça, on est dans une bulle, et les 20 places permettent à la fin, à l'issue en tout cas de la résidence, de pouvoir présenter à un public sélectionné, un très, très petit public, la sortie du travail, quoi. Donc ça, c'est vraiment pour ça que ce lieu est fait, je pense, à la base, quoi. Et comment, du coup, on arrive à faire vivre financièrement un lieu, un refuge comme celui-là? C'est pas avec 50 places à 8 € qu'on allait pouvoir payer des cachets aux artistes. Bon, 400, si, on peut payer un cachet à un comédien, quoi. Ça prenait pas en compte tout le travail en amont, de programmation, de diffusion de l'information, d'administration, enfin bon, voilà. Donc on a commencé d'une manière où on partageait l'aventure et les risques, en fait, avec les compagnies qui venaient là. Il a fallu trouver des moyens financiers autres que la débrouille, on va dire. Puis là, je me suis adressé aux partenaires institutionnels, quoi. Donc ça a commencé avec la communauté de communes.
Et puis ensuite, quelques années plus tard, il y a eu le département, la région. Puis là, maintenant, il y a la DRAC. Celui qui nous aide le plus financièrement, c'est la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné. Et puis voilà, les autres complètent, quoi. On est vraiment dans un milieu très rural. Comment a été reçue ta proposition culturelle et quel accueil a été fait lors de ton installation ici ? Franchement, super. La mairie à Montreuil s'est tout de suite intéressée au projet. Ils sont même venus très très rapidement après la fin des travaux pour constater un petit peu le lieu. Il s'avère que la maison aussi est une ancienne maison et qui les intéressait aussi pour le patrimoine, mais en tout cas le lieu les a tout de suite intéressés. Ils ont tout de suite vu le potentiel de ce lieu et une envie de participer, de communiquer sur mes projets, de me mettre en contact aussi avec les élus de Vitré, etc. Et voilà, ils m'ont proposé tout un tas de contacts pour les articles, notamment. C'est comme ça que ça s'est passé. Et puis à l'avenir, proposer des stages ou quoi. Ils ont envie de communiquer, en tout cas. Bon, après, je sais que c'est assez limité parce que ça reste quelque chose de privé. Et pour eux, en tant que commune, c'est compliqué de faire du business là-dessus. C'est un peu compliqué. Mais ils seraient ravis de m'aider de quelque façon que ce soit. Notamment, là, du coup, j'ai le contact aussi avec la culture maintenant à Vitré, et pour aussi un peu élargir la communication. Et Communauté, le journal de Vitré Communauté, qui est venu aussi pour prendre les informations pour les stages qui arrivent à la fin du mois d'octobre. Là. Une envie de m'aider avec leurs moyens aussi. Ils peuvent pas non plus, ils ont pas... Puis c'est un peu nouveau pour eux, quoi. C'était assez improbable. Ils arrivent ici, ils s'y attendaient pas du tout. Tout le monde aurait fait un garage. Ils disent, qu'est-ce qu'il a fait, le mec, quoi. Après, je leur ai expliqué aussi mon CV, voilà ce que je faisais. Ils ont un peu plus compris, du coup. Et ils sont assez touchés aussi par l'envie de créer de la culture localement, quoi. C'est vrai que moi, j'ai observé à Paris, on est, je sais pas, il y a à peu près... Je dis, un chiffre approximatif, mais 500 lieux culturels au moins, de salles de spectacle. C'est très concentré, c'est très capitalisé en fait le spectacle en France. Il y a des choses évidemment aussi dans les grandes villes, mais la culture locale et rurale, comme on parlait tout de suite, ça existe très peu, ou alors des représentations de théâtre amateur ou quoi, même si... J'ai rien contre le théâtre amateur, il y a parfois même du théâtre amateur est parfois meilleur que le professionnel, mais c'est très très restreint, quoi. On a 2 dates, 3 dates dans l'année et les gens se ruent là-dessus et c'est super. Et je me dis mais pourquoi pas amener aussi des spectacles professionnels en délocalisant des spectacles parisiens via mes contacts et en les amenant ici, quoi. D'où le projet que j'ai envie de faire par la suite. Et quel accueil t'a été fait lors de ton installation ? Alors quand je me suis installé avec la compagnie Harpion Céleste en 1999, on a eu un bon accueil de la municipalité à l'époque, qui a vu d'un très bon œil qu'une compagnie professionnelle de théâtre de rue vienne s'installer ici, parce qu'effectivement ça allait pouvoir peut-être créer une dynamique avec les habitants, notamment aussi les ados qui vivaient dans le village et dans le bourg. Tu dis vouloir créer une bulle artistique en pleine campagne, participer à développer la culture localement. Et du coup, quelles sont les actions concrètes que tu vas mener pour mettre en place tout ça ? En fait, je pense qu'il faut tirer l'avantage de la campagne. On peut la voir comme un problème, comme quelque chose de loin, de paumé, mais en vérité, artistiquement, c'est hyper intéressant d'être paumé et d'être loin de tout. Comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'être coupé, ça c'est super. Pour la création, c'est super. Donc ça, c'est une première chose. Et pourquoi créer de la culture localement ? Parce que il n'y a pas vraiment de proposition, en tout cas en termes de théâtre privé, c'est très compliqué. Créer de la culture localement, c'est essayer de, effectivement, je ne les ai pas encore, mais rencontrer du monde, parce qu'il y a aussi des artistes, à mon avis, locaux ici, les mettre en lumière, leur donner un accès à un espace pour travailler de façon qualitative, quoi. Créer de la culture localement, ce serait de réussir à trouver, parce que je sais quand même que il y a des acteurs ici, il y a en tout cas des acteurs de théâtre qui ont des compagnies, qui ont des pièces, qui sont souvent plutôt en déambulation, qui vont parfois de commune en commune, mais
je me dis, les amener dans un lieu, le faire voir au plus de monde possible, ouais, c'est vraiment une envie, quoi. Après, je sais qu'ici, c'est petit, et d'où mon envie de faire grossir les choses, quoi. Et comment tu vas faire grossir les choses ? Voilà, mon ancienne prof de théâtre à Paris, qui m'a formé, notamment une de mes profs, qui était anciennement programmatrice au Point Virgule à Paris, donc mais il y a de ça très longtemps, à l'époque où Foresti faisait ses scènes ouvertes, quoi. Donc c'est quand même une des personnes qui a par exemple mis Foresti en lumière. Donc, elle a rencontré comme ça pas mal de monde et mis en lumière les humoristes qu'on voit aujourd'hui et qui remplissent des zéniths, etc. Donc une dame qui a un sacré CV et qui a un mari qui lui est régisseur général au Palais des Glaces, sous la direction de Jean-Pierre Bigard. Et donc il a été, il y est encore d'ailleurs pendant une vingtaine d'années depuis. Et il m'appelle et il me dit « Bon, Sylvain, parce que je leur avais parlé de ce projet, il me dit « On a entendu parler de ton envie de monter un théâtre à Vitré. » Et nous, voilà, il y a le palais avec François, il a envie un peu de changer de cap. Moi, de mon côté, l'école, j'aurais envie aussi de passer à autre chose. Ils connaissent aussi bien la Bretagne et ils aimeraient, il me dit, voilà, faire partie de ton projet. Je dis, ok, 2 CV comme ça à Vitré, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est pas rien. Et donc, voilà, mon envie, c'est quoi ? Ce serait de créer un théâtre, un lieu culturel à Vitré. Non pas pour faire concurrence au centre culturel ou quoi. De toute façon, j'imagine quand même qu'on a l'intelligence dans le milieu du spectacle où il n'y a pas de concurrence. Je veux dire, plus il y en a, mieux c'est, quoi. Au contraire. Mais de monter comme ça un théâtre qui serait autour de 150, 200 places. Et donc, faire vivre un lieu comme ça en apportant... à la fois mes créations, à la fois aussi un boulot de programmateur, c'est-à-dire aller chercher des théâtres, des spectacles à Paris, avec le réseau que j'ai, parce que voilà, on connaît maintenant pas mal de compagnies avec des vraies belles créations, des trucs, non pas avec des têtes d'affiche, mais des vrais spectacles superbes, quoi, vraiment. Et puis aussi amener des cours, encore plus de volume de cours que je pourrais faire ici. Et puis, même... amener par exemple l'improvisation à Vitré. C'est une bonne approche, je pense, du théâtre pour le public. On n'a pas besoin d'être un grand théâtreux pour aller voir de l'improvisation, quoi. Il y a une vraie ambiance, un vrai truc particulier. Là, tu viens du théâtre privé, à ce que je comprends. Ouais. Et à Vitré, il y a déjà un théâtre municipal public, du coup. Quel regard tu as sur ces deux entités-là, privé et public ? Puisque tu as parlé de concurrence en plus, donc c'est ça qui m'a... Ouais, je pense que les deux sont essentiels. On va trouver chez le centre culturel quelque chose d'assez grandiose, de par sa taille déjà, de par ce qu'il représente et la programmation qu'on y trouve, avec des grands spectacles, avec quand je dis grand, c'est pas c'est en termes de production des gros spectacles, avec quelque chose de peut-être plus grandiose, plus produit, plus voilà, et ou alors des choses peut-être un peu plus intellectuelles. Mais je sais très bien que ce centre culturel marche super bien, quoi. Je sais que ça fonctionne très bien. Et ce que j'aimerais ramener en complément, c'est le théâtre de proximité, quoi. Ce serait vraiment le théâtre où les gens peuvent plus s'approprier le lieu, de par une taille peut-être aussi plus petite, et puis rapporter du théâtre où on remet l'histoire au centre de la pièce, quoi. Où on cherche pas la tête d'affiche, on cherche pas le grand nom qui va amener le monde, mais plutôt intéresser les gens comme les gens qui iraient voir au cinéma un film plutôt... un peu plus petit budget ou des choses comme ça. Voilà, un théâtre plus de proximité ou un lieu qui appartiendrait plus aux Vitréens que le centre culturel. Même si c'est super et je pense que les deux sont importants. Même si le statut d'une association est privé, vous touchez quand même des subventions. Oui. Est-ce que du coup tu considères ton théâtre comme un service public ? Et quel regard tu as sur le théâtre public et le théâtre privé, par exemple ? Oui, c'est associatif, donc c'est un théâtre privé. En plus, le lieu m'appartient, mais en même temps, le lieu, je le mets à disposition de l'association. C'est-à-dire que le théâtre public, c'est un théâtre qui est préconisé par l'institution, quoi, par les collectivités, que ce soit l'État ou les collectivités territoriales et locales, quoi. Ce sont les collectivités qui orientent la politique et qui orientent finalement les choix. Je pourrais même dire les choix artistiques, quoi. Dans le théâtre privé, soit c'est effectivement un théâtre qui va essayer de fonctionner sans subvention, et donc il ne va pas répondre aux exigences des collectivités en matière de programmation, de façon d'approcher, de faire venir le public, etc.
Et donc, montrera des choses qui vont être, qui vont attirer tout de suite du public et qui vont, qui va remplir les salles et être rentable pour pouvoir payer tout le personnel, les compagnies et puis le personnel administratif, etc. Soit, effectivement, tu as le théâtre privé qui va jouer sur les deux, peut-être, j'en sais rien. Je pense que les politiques publiques doivent soutenir des initiatives qui sont privées mais marginales et qui se réclament justement d'un anti-système économique, quoi. À partir du moment où le projet, c'est une économie parallèle à celle du système capitaliste, elle rejoint l'économie du service public. Quelque part, il est complètement justifié que le service public finance des projets dont l'économie, par sa nature fragile, et dont le projet artistique, par sa nature non rentable, se distingue d'un projet qui fonctionnerait sur le système de la croissance, de la vente, de la rentabilité, quoi. Ça me semble tout à fait logique, et c'est ce qu'elles font. Eh ben, merci beaucoup, Sylvain. Et puis, avec plaisir. Longue route à toi. Bah ouais, carrément, j'espère. Ouais. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci, Martin Poirot. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour ce podcast riche en questions et en réponses esthétiques et théâtrales. N'oubliez pas que vous pouvez entendre cette émission sur toutes les plateformes de streaming audio, mais également la regarder sur YouTube. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et Facebook pour être au courant de nos actualités.